Salut à tous, c'est Pierre qui vous parle et on est de retour pour le deuxième débrief de cette série entre OKC et les Mavs. Je suis très heureux de vous retrouver malgré la défaite. Je suis en ligne avec Constant pour parler du match. Comment ça va, Constant? Ça va, il y a PJ Washington qui m'attend dans mon jardin, là, il est ouvert dans son corner, là, il va prendre un 3 points, là. Attends, là j'ai peur, là. Il me fixe, là j'ai peur. Non, mais Il attend. vous avez... Ah, il attend il y a Josh Green aussi, là, qui est à côté, il attend aussi dans son corner. Mais vous avez vu quand même que OKC perd, du coup Tom a décidé de se désolidariser, de ne pas participer à ce débrief-là. Non, je plaisante. Mais non, mais très heureux de vous retrouver, oui, bon, OKC a perdu, il fallait bien que ça arrive à un moment, mais tout n'est pas... OKC a perdu, mais tout n'est pas perdu. Oui, loin de là. Loin de là, les Mavs sont revenus à un partout sur un match, on en va revenir, qu'ils ont quand même plutôt maîtrisé. Ils ont mené presque l'entièreté du match, à part une petite incursion au troisième quart-temps, si je peux dire comme ça. On va revenir sur les ajustements tactiques des deux équipes, sur ce qui n'est pas allé du coup pour OKC, ce qui n'est pas forcément à jeter aussi, bien entendu. Petit résumé avant de commencer. Bon, c'est pas du tout le même scénario que le premier match. Cette fois, ça commence très fort. Les Mavs sont en feu dès le début de match, avec Luka qui est très chaud et PJ Washington, comme tu l'as bien dit, très très chaud. Dès le début du match et globalement sur tout le premier quart-temps et même presque sur tout le match, mais surtout sur la première mi-temps, les Mavs ne louent pas grand-chose à l'extérieur et ils font très vite l'écart. Un écart que le Thunder compense assez rapidement, notamment avec l'entrée de Jay Will à la place de Giddy qui fait du bien. Et au final, tu recolles assez facilement avec un Shea qui porte l'équipe, avec un gros tir de Chet au buzzer. Et tu as un écart qui n'est pas si grand que ça et qui n'est pas si cher payé que ça vu l'adresse des Mavs. Le deuxième quart-temps, au début, les Mavs ralentissent un petit peu, mais on ne revient pas complètement. La faute à une attaque un peu moyenne, sans Shea, avec un J-Dub un peu moyen, et l'écart repasse à 10 points. Et c'est avant la mi-temps que tu reviens encore une fois avec Shea, avec Joe qui fait un petit run et avec un peu plus d'agressivité des deux côtés du terrain et ce qui va un petit peu compenser ce manque d'adresse que tu auras du côté OKC, en tout cas tout le match. Et du coup, tu es à -6 à la mi-temps avec des Mavs à 50% à 3 points. Donc c'est pas si mal, mais difficile de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Est-ce qu'on va réagir? Et le troisième quart-temps, c'est le début de troisième quart-temps est entièrement à l'avantage d'OKC qui revient et passe devant à +3. T'as un Luka qui semble blessé et bien diminué. Et au final, ça rebascule côté Mavs avec Luka qui met des gros tirs et avec Tim Hardaway Jr. qui Tim fait un run Hardaway. à lui, qui fait un run à lui tout seul, je crois, de 11-0. Et au total, si je me trompe pas, et je crois que tu l'avais dit, ça fait un 27-10 pour les Mavs sur la fin du quart-temps, qui fait plutôt mal à OKC, qui n'a pas vraiment de solution en attaque, qui perd des ballons bêtes et qui a du mal, encore une fois, à contenir un petit peu l'attaque de Dallas. T'es à -10 au début du quatrième, et c'est un écart qui, au final, ne sera que trop, pas repris. T'as une petite incursion à -4, à un moment, un petit run par le banc, mais ça ne suffit pas. Et chaque fois que j'ai envie de dire que OKC revient, les Mavs ont une réaction à leur tour, ont un gros 3 points, ont un N1, ont un 3+1, ont un Luka qui met un tir, etc. Et donc au final, tu restes assez à distance et tu te permets même pas de jouer un vrai clutch, j'ai envie de dire, parce que l'écart est presque fait. Mm. Voilà pour le petit résumé. Ton ressenti, Constant, bon, j'imagine qu'il sera un peu moins positif que lors du premier match, j'en suis sûr. Mais donc comment tu te sens cette matinée après le match? Frustrant parce que en voyant le match, je me dis que c'était un match qui était prenable en fait. Euh, parce que il y a deux cas de figure. Quand tu arrives à la mi-temps, tu l'as dit, 12 sur 24 à 3 points pour les Mavs, 6 sur 16 pour OKC. Ça fait 18 points d'écart mathématique au niveau des 3 points rentrés sur une mi-temps. Sachant que tu as inscrit autant de lancers que les Mavs et que tu as 25 sur 47 au tir à la mi-temps, c'est exactement le même nombre de tirs réussis et le même nombre de tirs tentés que les Mavs. Donc tu te dis, tu as -18 sur les 3 points en une mi-temps et tu n'es qu'à 6. Bah, c'est plutôt bien. Finalement, la première mi-temps, quand tu vois le contenu, être à -6, c'est plutôt mal cher payé pour les Mavs ou plutôt bien payé pour OKC. Par contre, dans le troisième quart-temps, tu as vraiment cette situation où tu as parlé de la maladresse d'OKC. Il y a un moment où on doit être à 9 sur 20 parce qu'il me semble on doit être à 3 sur 3 à 3 points pour débuter le troisième quart-temps. C'est à ce moment-là où on passe devant. C'est la situation où tu devais appuyer sur l'accélérateur et où tu ne l'as pas fait parce que tu as perdu 1 milliard de ballons dans ce quart-temps-là, parce que tu as fait des erreurs qui, on va dire, sont euh, évitables, notamment voilà, les 3+1 de Tim Hardaway, même si
y a quelques situations, on va dire, c'est plus lui qui balance sa jambe que Cason Wallace qui provoque un contact, mais il y a J-Dub qui lui donne 3 lancers, etc., etc. Tu reviens dans le quatrième, tu reviens à -4 avec la balle. Et là, pour le coup, tu fais à nouveau 2 erreurs avec un drive un peu improbable de Lou Dort qui donne un flotteur ensuite de Derrick Jones Jr. Possession d'après, je ne sais plus ce qui se passe, mais ça doit être un 3 points manqué. Step-back de Luka, plus 9 terminé. Donc pour moi, c'était un match qu'OKC aurait dû prendre en deuxième mi-temps, mais peut-être que, disons que la première mi-temps a été relativement bien payée pour OKC, donc ça s'équilibre peut-être, mais toujours est-il que selon moi, il y avait quand même une grosse opportunité, une grosse fenêtre qui était ouverte dans le troisième et dans le quatrième quart-temps que tu n'as pas su saisir pour des approximations que tu n'as pas forcément envie de voir au mois de mai, j'ai envie de dire. Non, je suis d'accord, je suis assez déçu de l'issue de ce match parce que comme tu l'as dit, il y avait moyen de le prendre après avoir fait dos rond, j'ai envie de dire, toute la première mi-temps où tu peux rien faire. Tu peux rien faire, ça met trop dedans, etc. Tu arrives à faire dos rond et je pensais qu'à ce moment-là du troisième quart-temps, quand tu reviens, tu avais fait basculer les choses à domicile, etc. On connaît cette équipe du Thunder aussi qui mentalement est plutôt solide normalement et tout. Et là, comme j'ai un petit peu dit, à chaque fois que tu as revenu, les Mavs avaient de la ressource. Et pas forcément des joueurs que tu attendais en plus, hein. Des joueurs sortis du banc, sur des situations que tu pas forcément l'habitude de voir, même côté OKC, ces fautes à 3 points, c'était plutôt rare là sur les playoffs, même globalement. Les erreurs offensives, c'est rare qu'on voit ça aussi sur, une période de temps aussi longue et que tu sois autant en difficulté. Normalement tu as toujours quelqu'un qui va step up et cetera. Mais, il y a eu des manquements un petit peu individuels aussi, j'ai l'impression. Après, au-delà de la déception, sur ce match-là, j'ai quand même l'impression qu'on a été dominé sur, la majeure partie des secteurs, à part peut-être à l'intérieur où, comme tu l'as dit, sur la mi-temps, on avait le même pourcentage qu'eux, sauf qu'ils avaient tout mis à 3 points, donc c'est que sous le cercle, tu as été plutôt dominant et tu as plutôt bien gêné. Mais je trouve qu'on a été mis à mal un peu en défense pour, stopper et leur pick and roll, peut-être un peu moins bien que le premier match et sur les 3 points, bien sûr, parce que là, ça a sanctionné très fort. Et offensivement, j'ai trouvé que les Mavs se sont adaptés, on en reparlera, et ont été bien plus pertinents, bien plus agressifs et nous ont bien plus embêtés que lors du premier match, où on avait dit: «Bah, c'est pas la défense des Pels». Là, ça a été un peu plus cohérent pour eux, donc ils ont fait un meilleur match. Mais ouais, tu passes à côté de ce petit momentum que tu avais réussi à obtenir assez durement, j'ai envie de dire, au troisième quart-temps. Tu passes à côté de ça où je pense qu'à ce moment-là, en fait, si tu continues vraiment fort, tu peux passer très rapidement à faire un écart. Mais tu pas cette ressource. Eux, ils prennent un bon temps mort, ils reviennent bien, il y a un gars qui va step up et cetera, donc tu pas à les sanctionner. Donc ouais, assez déçu. Après tout n'est pas acheté, on y reviendra et je me demande maintenant si PJ Washington à 30 points, ça va peut-être pas être tous les matchs de la série. Un tel shooting, ça va peut-être pas être tous les matchs de la série, mais quand même, vu les tirs que tu laisses, et cetera, je me pose la question de: est-ce qu'on doit changer de façon de défendre, de jouer, et cetera? Est-ce que Luka sera meilleur d'autres matchs? La Kyrie n'a pas été bon, est-ce qu'il reviendra plus fort? Et côté OKC, est-ce qu'on réagira? Il n'a pas été bon en attaque et en tout cas Kyrie, parce que Ouais, au scoring, il n'a pas été bon. au scoring, Par ouais, contre, dans le on y reviendra sur playmaking, lui, ouais. Mais est-ce qu'il reviendra plus au scoring, tu vois? Ou est-ce que nous, on va step up et certains joueurs dont on va parler ensuite, seront un petit peu meilleurs? Voilà, c'est un petit peu ça le point qu'il faudra surveiller sur le match 3 qui arrive très vite. Ah oui, c'est samedi à 21h30. Non, mais après, sur ce troisième carton, bah oui, tu reviens à +3. Enfin, tu passes à +3, les Mavs prennent temps mort, sortie de temps mort, et un 3 points de PJ Washington. Donc maintenant, vous saurez que PJ Washington possède son carrière high en saison régulière et en playoff face à OKC. Voilà. Il avait mis 43 points déjà l'an dernier face à OKC, le fameux match où je sais pas là, où ça se termine à 137, 134, là, où il nous avait déjà mis une sauce bien salée. Après, sur les erreurs, j'ai envie de dire que c'est plus, en fait, c'est plus offensivement que je suis frustré, on va dire, sur la seconde mi-temps que. Je suis plus frustré défensivement sur la première mi-temps, je suis plus frustré offensivement sur la seconde mi-temps. Après, il faut donner du crédit à ces Mavs qui ont quand même bien réagi et qui ont quand même fait un bon match, hein, parce que c'est pas OKC qui perd le match, hein, c'est Dallas qui sort une belle performance, qui a réussi à s'adapter, qui a réussi à réagir, etc., etc. Mais est-ce que OKC a été dominé tout le match? Je sais pas. Je pense que tu avais quand même des opportunités à saisir. Je pense que tu as manqué, on va dire, de cet apport qu'a pu avoir, tu vois, tu parlais du fait que Kyrie n'était pas très proactif au scoring, parce qu'il n'y a pas eu besoin.
parce que PJ Washington mettait dedans, parce que Tim Hardaway Jr. mettait dedans. Donc finalement, du côté d'OKC, tu n'as pas eu, comme tu l'as dit, ce joueur, ce quatrième titulaire ou ce joueur potentiellement sorti de banc capable de step up, ce qui avait été le cas avec Aaron Wiggins au Game 1, ce qui n'a pas été le cas sur ce Game 2. Donc c'est un peu la réponse, on va dire, des role players de Dallas aux role players d'OKC sur ce match 2. Après, on avait vanné un petit peu gentiment Tim Hardaway sur le Game 1, on aurait mieux fait de se taire. Par contre, PJ Washington, on avait dit qu'il avait été bon, il a continué à être bon. Ouais, il a été bon, hein. Et puis il a pas. En plus, PJ Washington, on parle de ses 3 points, etc. Il a été très adroit. Mais une situation où il va poster chez, etc. Il y a des situations au début de match où il a utilisé plus balle en main ou plus sur écran avec Kyrie, ça on y reviendra. Je trouve qu'ils l'ont bien mieux utilisé lui comme arme potentiellement physiquement plus avancée que un Shea qui est responsabilisé sur lui. Et en plus, après, il a sanctionné de loin. Mais après, même un Josh Green l'a fait. Bon, Tim Hardaway, tu l'as dit, il a eu son coup de chaud. Comme tu l'as dit, on a trop vanné, je pense, sur le match d'avant. Comme la loterie 2021, dès ouais. qu'on joue au four, on se fait sanctionner. Donc, on va arrêter. Donc, tu vois, même avec un Luka diminué, mais au final, quand tu vois ses stats et son impact, il était présent. Et puis le premier carton. Ouais, il est très très fort. Mais même avec un Gafford qui s'est peut-être fait un petit peu mal à la main, mais qui a quand même été correct. Lively, j'ai moins aimé pour eux, mais voilà, ils ont tous répondu présent. En fait, ce sentiment de domination de tous les role-players d'OKC sur le premier match, il a basculé complètement de l'autre côté. On y reviendra, sans que je trouve que le banc d'OKC n'a pas été scandaleux non plus, mais la bascule a été faite, on va dire, dans la domination de ces role-players. Ouais. Oui, et puis disons que il n'a pas été scandaleux, mais aussi parce que tu n'as pas ce profil de joueur qui peut step up. Ils ont été bons dans leur registre, mais du coup, comme ils n'ont pas forcément dépassé leur fonction, j'ai envie de dire, ça n'a pas suffi à compenser le fait que ta deuxième et ta troisième option offensive, en tout cas tes deuxième et troisième meilleurs marqueurs sur la saison, soient passés à côté. Alors que du côté de Dallas, voilà, tu as PJ Washington qui sort du bois, tu as Josh Green qui sort du bois, tu as Tim Hardaway Jr. Voilà, ça, c'est des profils que tu n'as pas eu. Shea a été un peu isolé, on va dire, sur ce match. Après, PJ Washington, c'est leur troisième option, je pense, non? C'est pas vraiment leur banc non plus, tu vois. Non, mais c'est le quatrième titulaire. Ouais. C'est celui, enfin, c'est pas celui qui est censé créer des décalages. Et quand tu vois que les deux premières possessions offensives de Dallas au début de match, c'est deux situations pour lui en post-up sur Shea, tu te dis, c'est des situations que tu n'as pas forcément au OKC, où tu n'as pas forcément ce type de joueur que tu pourrais utiliser au OKC. Il y a toujours la problématique du quatrième titulaire qui manque, qui est censé être Josh Giddey, et qui là, pour le coup, ne l'a vraiment pas été. Mais je vois qu'on s'éparpille déjà un peu sur tout. Ouais, beaucoup. Non, mais toujours est-il peut-être parler un peu sur le 3 points, parce que c'est le point, on va dire, qui était un peu flagrant des deux côtés. Ouais, c'est le premier point tactique. Vas-y, je te laisse y aller. Voilà. De toute façon, c'était sûr. Il y a plusieurs trucs, en fait. Moi, il y a plusieurs situations qui m'inquiètent, ou en tout cas qui me chafouinent, on va dire, sur le nombre de 3 points concédés. Déjà, on se dit, bon, Dallas, ils sont à 18 sur 37 à 3 points. Ils ont bombardé sur les 3 points dans les corners. Non. Ils sont à 31% de réussite sur les 3 points dans le corner dans le match. Par contre, ils sont à 67% de réussite sur les 3 points qui ne sont pas dans les corners. Donc, globalement, c'est à 45 degrés et above the break, surtout à 45 degrés que tu t'es fait démonter. Déjà, c'est un point, moi, qui m'inquiète un petit peu parce que ces situations, en fait, je dis pas que Dallas shootera à 50% jusqu'à la fin de la série, mais on va dire que cette surchauffe au niveau des 3 points qui ne sont pas dans le corner peut être compensée par plus d'efficacité sur les 3 points dans le corner, parce que 31%, tu n'es que dans le 40e centile, et pour le coup, ce n'est pas une efficacité qui est délirante. Et au niveau des 3 points contestés, alors oui, il y a des situations où c'est des passes de décalage, donc forcément, tu es pris en retard, etc., etc. Mais moi, il y a des situations où tu te retrouves avec un 3 points ouvert dans le corner il me semble que c'est Josh Green, sur une situation de repli défensif après panier marqué. Ça, pour moi, c'est des situations que tu ne peux pas te permettre. Il y a des situations où tu envoies une trappe, ou en tout cas, tu envoies une double team tardive sur Luka. On a vu ça surtout en fin de première mi-temps. Alors oui, tu as une situation où ça va donner, par exemple, une interception. Il semble qu'il y a une situation où tu envoies une double team, ça fait une interception, et il y a un dunk de J-Dunk, bien sûr, de J-Dub en transition. Mais il y a d'autres situations où Luka, il va faire la bonne passe et ça va donner un 3 points ouvert. Donc, je suis un peu chafouin, on va dire, sur certaines situations où il y en a, tu es obligé, comme on avait dit sur le Game 1, un peu de pick your poison, mais malgré tout, il y a des 3 points qui sont tentés où pour moi, tu es mis hors de position beaucoup trop facilement
et sur des situations, encore une fois, le repli défensif après panier marqué, où tu ne dois pas être hors de position. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a eu ces 3 points dans le corner effectivement, notamment en début de match, sur les premières situations, c'est souvent ça qui est recherché et cetera. Mais c'est pas ceux qui ont été le plus sanctionnés, notamment en deuxième mi-temps, où tu as pris pas mal de rebonds et où tu as fait des stops directement sur ceux-là. Mais ouais, quand tu vois les autres 3 points, que ce soit les step back de Luka dans les zones que tu as citées, notamment à 45, que ça soit des fins de transition où effectivement, tu es en retard. Et même après sur les double teams, comme tu l'as dit, ou des extra passes où ils ont un peu mieux exploité ça. Il y a même eu des situations off-ball pour Tim Hardaway, hein. C'est souvent, c'est sur ça qu'il marque la majorité de ses paniers. C'est sur des cascades d'écran à l'ancienne, j'ai envie de dire maintenant. Mais ouais, en fait, je trouve que sur ces situations-là, tu as fait bien plus d'erreurs que lors du premier match. Sur ton pick and roll, tu as fait à peu près la même chose avec plus ou moins de réussite. Sur l'essai dans le corner aussi. Par contre, sur le reste, où tu avais été pas intransigeant, mais bien meilleur sur le premier match et très efficace pour les défendre. Là, tu as été moins bon, il y a eu beaucoup de retard. Bah, c'est à l'image de ses fautes sur les 3 points, c'est parce que tu es en retard et que tu veux contester un peu plus et que du coup, tu es en retard. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi que il y a eu ce petit manquement, il y a eu ces petits manquements à ce niveau-là et qui t'a empêché bien souvent de recoller et qui a laissé prendre feu aux Mavs d'ailleurs aussi parce que c'est les équipes NBA quand ça commence de mettre dedans après pour que ça s'arrête sur un match, en tout cas, c'est compliqué. Donc ouais, je trouve ça compliqué de comment on a défendu sur ces situations-là et je trouve que les Mavs ils ont bien exploité, ils ont très bien sanctionné. C'est un peu plus partagé la balle même, j'ai l'impression. Quand tu vois le début de match, on l'a dit, c'est pas forcément Luka qui a la balle en main. Il y a plusieurs situations où il va chercher même la balle après des écrans, il tire presque en spot-up. Je crois que les 2 premiers 3 points de Luka, c'est des spot-up. Enfin, des Il spot-up. y a un catch and Il y a, shoot. Le il y a un premier, c'est un catch spot-up and et un shoot. catch and shoot, ouais, exactement. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues et sur lesquelles ils sont adaptés offensivement. Ça a emmené un peu plus de variation, on l'a dit, avec du post-up de PJ Washington. Il y a eu des choses comme ça. Donc pour le coup, félicitations à eux parce qu'ils ont fait des bonnes adaptations pour nous mettre à mal. Mais je pense que tu avais quand même le matériel de faire un peu mieux que ce que tu as fait en limitant les erreurs, comme on l'a dit. Ouais. Ouais, et puis tu as parlé du fait que ça se partageait bien la balle. À un moment, il me semble, ils sont à 15 passes décisives pour 3 turnovers. Ça, on en reparlera après. Enfin, on en reparlera après des turnovers pas provoqués, parce que les turnovers que le Thunder a fait, je vais en parler tout de suite. Si tu regardes au niveau du usage, tu as Luka, il est à 27. C'est une petite soirée pour Luka à 27 de usage. Sinon, tu as Ouais. Kyrie à 18, PJ Washington à 18, Derrick Jones Jr. à 20, Gafford à 20, Lively à 17, Tim Hardaway à 21. En fait, c'est beaucoup plus équilibré, alors que OKC, tu as Shea à 34. T'as J-Dub à 23, t'as Chet à 22 et t'as Guidi à 31. 31 d'usage sur les 10 minutes où il joue. Non, mais tu as parlé du fait que OKC, pourquoi il y avait des situations où OKC était en retard, pourquoi il y avait des situations où tu faisais faute à 3 points, parce que c'est des pertes de balles sur le jeu de transition, quoi. Dallas a bien plus appuyé sur le jeu de transition et OKC, notamment dans ce troisième quart-temps, s'est fait punir, mais de façon quasi systématique sur les pertes de balles, parce que j'ai la stat. Sur le jeu de transition après une interception ou après une perte de balle adverse, Dallas était dans le 91e centile cette nuit. Sur le jeu de transition après rebond défensif, ils étaient dans le 13e centile. Donc en gros, leur panier sur transition vient que des pertes de balles quasiment. Alors que OKC, c'est dans l'autre sens. C'est 88e centile sur les jeux de transition rebond def. 33e centile, jeu de transition, perte de balle adverse. Donc voilà, il y a beaucoup de situations où tu étais en retard, beaucoup de situations où des pertes de balles un peu anormales du côté d'OKC, des pertes de balles que tu ne dois pas avoir au mois de mai. Il y a une situation, je crois, c'est en première mi-temps où J-Dub fait un marché, où il reçoit la balle, où il se perd un peu dans son dribble. Il y a une situation justement de transition d'OKC où Chet la donne très tardivement à Shea, personne le touche, il perd la balle un peu bêtement, ça donne un dunk de Lucas. Ça, il me semble, c'est quand OKC est à plus 2 aussi dans le troisième quart-temps. Ouais, il met un tir sur Chet à la fin parce qu'il était même pas revenu en défense Luka et t'arrives pas à sanctionner. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des situations que tu ne dois pas avoir et que tu n'as pas eu du côté d'OKC quasiment de toute la saison. OKC était l'une des meilleures équipes en termes de conservation de balles. Et en fait, quand on regarde statistiquement, on se dit, bon, 10 turnovers, c'est pas beaucoup. C'est dans la moyenne basse, on va dire, de NBA. Par contre, il y en a 5 dans le troisième quart, et les 5, on va dire, qui seront quasi successifs, ou en tout cas qui coûtent énormément de points. Donc, pour moi, oui, Dallas a aussi bien plus profité du jeu de transition, a bien mieux axé cet aspect-là dans leur jeu offensif, et ça a été en grande partie favorisé par le Thunder, sans même compter
dans les turnovers, les situations où J-Dub drive, où Kyrie strip la balle et après c'est remise en jeu, etc., etc. Donc ils ont été beaucoup plus actifs sur les lignes de passe et ça a sanctionné très fort derrière. Ouais, pour les turnovers, en fait, la différence, et tu l'as bien illustré, la stat que tu as donnée, c'est que les turnovers du Thunder, c'était des pick six entre guillemets, c'est, des turnovers, en haut des 3 points où en fait, il y a personne en défense et tu peux pas revenir. Là où souvent ceux du Thunder qu'ils ont pu provoquer, c'est sur la ligne de fond, c'est avec Gafford qui va louper un tir ou qui va mal attraper la balle, sur le pick and roll, des choses comme ça, ou Lively qui se fait un peu manger, des trucs comme ça, et que la transition, est plus longue à mettre en place et le repli est un peu plus accessible, j'ai envie de dire, pour la défense. Et donc t'as pas pu t'appuyer sur cette force-là. Les Mavs ont mieux géré le ballon qu'au premier match quand même. On a été un peu moins disruptif, etc. À l'inverse de nous. Et tu l'as bien dit, il y a eu plein d'erreurs bêtes, évitables pour des joueurs de ce niveau-là, en tout cas, notamment au troisième quart-temps, où à un moment j'ai l'impression qu'on aurait pu faire une passe et se démarquer correctement, ou plus faire un drive sans perdre la balle sur le dribble. Il y a que ce soit Chet ou J-Dub, là, sur le dribble, ils se sont fait piquer la balle 2-3 fois. C'était assez compliqué. Et après, les Mavs, pour le coup, et t'as commencé de le dire, je trouve que défensivement, ils ont step up, ils se sont adaptés, ils ont été bien plus disruptifs balle en main, enfin sur le porteur de balle en tout cas. Kyrie a fait un très gros match dans cet aspect-là. Quand je voyais défense sur J-Dub, au début, je me suis dit, bon, J-Dub, il peut physiquement le défoncer, mais en fait, trop d'agilité côté Kyrie pour aller taper la balle, pour aller la gagner, etc. Et puis, ils sont bien mieux passés les joueurs aussi. Tu vois, dans cette notion un petit peu de mur, des fois, même si c'était pas vraiment un mur, ils n'ont pas hésité des fois à se passer les joueurs le premier rideau, j'ai l'impression, plutôt que de laisser driver et d'aider à ce moment-là. Donc en fait, tu avais des moins belles lignes de drive, au mieux d'aller peut-être tout droit au cercle, tu faisais un contour un peu de 2-3 joueurs et tu allais plus direction la ligne de touche, etc. Les drives étaient moins francs, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont mieux adaptés, en faisant un petit peu de switch, etc. Ils ont un peu plus responsabilisé tout le monde, sachant que Derrick Jones avait des fautes en plus et qu'il n'avait pas fait un énorme match sur Shea non plus. Je trouve ça intéressant pour eux. Et ouais, globalement, en attaque, t'as pas su réagir à ça. En plus, t'avais pas forcément d'adresse à 3 points sur la majorité du match. T'en as loupé pas mal pour écarter la défense. Donc ça devient très compliqué. Tu t'as pas d'adresse, t'as tes secondes options, entre guillemets, qui passent un peu à côté niveau scoring. Tu perds des ballons. Ouais, c'est compliqué. Et puis, comme tu l'as bien dit, plein de situations de surnombre, de situations à exploiter qui l'ont été très mal, de 4 contre 5, des choses comme ça. Et j'avais quand même ce sentiment aussi que ça voulait jamais tomber du côté d'OKC. T'as une situation où t'as 2 ou 3 rebonds off, ça fait 2 fois gamelle, t'arrives pas à marquer. Ensuite, tous les calls un peu 50-50, ça a basculé dans l'autre sens. T'as tous les petits trucs comme ça, j'ai l'impression que c'était pas le jour. Même on en parlera de Lou Dort, tous les calls 50-50 sur les écrans, c'était pas forcément dans son sens, etc. Donc ouais, c'était pas vraiment le jour d'OKC. On en avait parlé sur le débrief du Game 1. Là, tu as l'impression que seul play, ils ont tous basculé du côté de Dallas, Ouais. quoi. Alors que sur le Game 1, c'était complètement l'inverse. Et tu as raison de dire qu'il y avait beaucoup de tirs qui ricochaient. Il y a chez J-Dub qui loupe des N-1 alors que c'est des lay-ups tout simples où ça ressort du cercle. Chez, il fait un match encore une fois exceptionnel, et pourtant, il y a quelques tirs qui ricochent ou sur des lay-ups et tout. Tu te demandes un peu comment ça ressort. Bon, tu n'as pas été favorisé. Mais le point qui est intéressant, c'est que OKC, par rapport au Game 1, a été beaucoup plus efficace sur les tirs près du cercle, 65% de réussite. Et a tenté beaucoup plus de tirs au cercle aussi, 37% que sur le Game 1. Ce qui était intéressant, on va dire, c'est que tu as été plus efficace au cercle, tu as tenté plus de tirs au cercle, mais l'accès au cercle était quand même plus difficile et tu t'en es remis sur des situations où tu avais un tir drop ou un flotteur de Shea. Depuis quand Shea il fait des flotteurs Il en a fait 2 ou 3 et plutôt beau d'ailleurs. 2 ou 3, je sais pas à quoi remonte la dernière fois, peut-être la première année, il devait faire des flotteurs. Oh, je sais plus. Mais non, toujours est-il que OKC a en fait, les Mavs, alors déjà, il y avait le mur sur certaines situations et pas que quand il y avait Josh Giddey. Ça m'amène à mon point, c'est qu'en deuxième mi-temps, les Mavs, ils font OK. Au moment où ils se prennent le barrage à 3 points, où il y a 75-72, ils changent leur schéma de jeu. Et à partir de ce moment-là, ils ont quasi systématiquement mis Daniel Gafford ou PJ Washington sur le plus petit joueur du Thunder. Comme le Thunder est passé petit avec Aaron Wiggins, avec Cason Wallace, avec J-Dub, avec Chet, et comme les Mavs savaient que Chet allait pas les sanctionner sur le post-up, tu avais Gafford sur Lou Dort qui en plus était parfois dans le dunker spot, donc c'était encore pire. Tu avais PJ Washington sur Aaron Wiggins, tu avais Gafford sur Cason Wallace, et en fait, ils sont arrivés sur
même s'il n'y a pas Josh Giddey, on va mettre notre intérieur en roamer tout le temps. Parce qu'on a un autre joueur de grande taille qui est suffisamment capable de protéger le cercle, en tout cas suffisamment capable de rendre le tir difficile pour que notre pivot puisse aider, ce que tu n'as pas forcément au OKC. Et les seules situations où ils sont repassés en deuxième mi-temps sur pivot classique qui défend sur le pivot adverse, enfin, schéma défensif où le pivot défend de manière classique sur le pivot adverse, c'est quand c'est Lively sur Jelly. Donc, hormis si tu veux passer, ce qui a été fait en première mi-temps, si tu veux passer sur du full Jalen Chet pour essayer de contrer un petit peu ça, eh ben, tu vas arriver dans cette situation où c'est ce qu'on avait dit sur le Game 1 et c'est ce qu'on avait dit en parlant de la défense des Wolves. Les équipes vont protéger le cercle à tout prix et vont t'inciter à prendre des 3 points. Ok, s'il l'a fait au Game 1, ok, s'il l'a fait au Game 2, Dallas l'a fait au Game 2 aussi. Donc à partir de là, c'est un peu réducteur, encore une fois, de dire que ça se résume à une question d'adresse et une question de mettre tes 3 points. Et quand tu regardes la finalité du Game 1 et du Game 2, t'es pas loin de ça. Oui, un petit peu, un petit peu. Après, effectivement, même en faisant ce mur, on a réussi, je trouve, quand même à trouver des accès au cercle, parce que tu l'as dit, il y a eu un bon pourcentage et tout, c'est ça qui est un petit peu encourageant, c'est que ces défenses n'est pas complètement imperméable, mais c'est vrai que ça t'a ralenti, et ça les a plus aidés à gagner des ballons presque qu'à vraiment stopper l'accès au cercle. Par contre, après, effectivement, quand tu mets pas les 3 points ou trop rarement, ça devient compliqué. Et en fait, tu l'as vu, dès que tu mettais 1 ou 2, 3 points, tu revenais tout de suite dans le match parce que c'est ce qui te manquait pour basculer. Et après, dès que l'adresse retombait, bah, tu reprenais un mini éclat à chaque fois. Donc là-dessus, c'était assez embêtant. Après, en termes de solutions pour OKC, bah, effectivement, le truc, c'est que Chet et Dub, notamment, n'ont pas été capables de sanctionner physiquement des joueurs plus petits. Et donc, ces joueurs plus petits peuvent assurer ce qu'ils ne devraient pas pouvoir assurer défensivement. Et donc, du coup, tu peux te permettre de mettre des joueurs plus grands près du cercle sur des joueurs moins bons pour les faire aider. Cason Wallace a réussi à sanctionner une fois Gafford ou deux sur des très bonnes actions là-dessus, mais c'est encore trop peu en quantité. Mais ouais, la problématique pour moi, elle vient de J-Dub et Chet qui n'ont pas été exceptionnels sur ce match-là pour se créer leur tir, pour scorer. À quelques situations de J-Dub où tu te dis, bah ça devrait être à chaque action, mais ça a été assez compliqué pour eux. Donc c'était vraiment assez difficile. Et après, bah, tactiquement, moi, le point que j'avais noté, c'est que Josh Giddey, on arrive peut-être à un point là où sur cette série, ça va être dur, et on en a parlé en off avant, même si j'ai tendance à beaucoup le défendre et que, encore une fois, il fait pas un match horrible, mais c'est que tactiquement, tu peux plus. Enfin, à partir du moment où ils le défendent à 20 mètres, enfin 20 mètres, j'exagère, mais sous le cercle alors qu'il est à 3 points à 0 degré, ça devient compliqué. Ok, s'il fait beaucoup aussi pour les joueurs des Mavs. Sur le premier match, Derrick Jones, il le laisse tirer autant qu'ils veulent, etc. Mais là, vu le reste de ton sac majeur, comment il est, etc., tu peux pas te permettre d'un joueur qui te pénalise autant. Surtout sur des matchs comme ça où t'es pas forcément à droite, t'as pas forcément de rythme en attaque. Lui, pour le coup, a eu 2 situations de transition, mais ça fait trop peu et t'as pas assez couru pour qu'il puisse vraiment se mettre en valeur là-dessus. Donc Wiggins a joué dès le début du troisième quart-temps. Giddey a joué que 10 minutes, c'est, tu me l'as dit tout à l'heure, son plus petit total en carrière, si je me trompe pas. Ouais. Et même Jay Will est rentré assez rapidement aussi dans le match. Et Daigneault n'a pas hésité à jouer grand pour essayer de compenser au début cet impact physique des Mavs qu'ils avaient mis, pour essayer de trouver d'autres solutions. Jay Will a été plutôt bon en plus sur ses rentrées, notamment en première mi-temps où il est à droit, où il apporte tout de suite. Ouais, donc est-ce que ça sera quelque chose qu'on verra de plus en plus, des grandes parties de match sans Giddey? Est-ce qu'il est voué à sortir du 5? Je pense pas, mais son temps de jeu est pas voué à augmenter là, en tout cas, vu la manière dont il joue. Donc à part si ça se débloque sur le tir, et qu'on revient à un niveau dessus des Pelicans, peut-être un peu moins, mais au moins dans ces zones-là, ça va devenir compliqué pour lui, ouais. En fait, le problème, c'est que même s'il tire à 50% à 3 points, bah, il va pas prendre chaque tir à chaque action, en fait. C'est ça. Et du coup, ça va bloquer le jeu offensif parce qu'ils joueront aussi, ils continueront de jouer les pourcentages. Ce qu'a fait le Thunder d'ailleurs sur le Game 2, c'est que même si PJ Washington mettait dedans, tu as continué à jouer les pourcentages. Moi, en fait, le truc avec Josh Giddey, c'est que contrairement à Chet et J-Dub, qu'on va critiquer un peu juste après, c'est pas de sa faute. Genre, Josh Giddey, on sait depuis minimum le mois de novembre que ça marche pas comme ça, qu'il va être ciblé sur son spacing. Quand tu arrives au mois de mai, qui est un moment, comme le dit souvent Ben de Doug Kebdo, un moment de liens faibles, où les liens faibles sont révélateurs. Moment où tu vas chercher un petit peu les points faibles de ton attaque, où la défense va chercher les points faibles de ton attaque, forcément, ils vont le laisser ouvert. Moi, je me pose la question, c'est que qu'est-ce que Mark Daigneault espère
en continuant à faire la même chose autour de Josh Giddey. C'est-à-dire que, oui, ok, Josh Giddey, c'est pas, il y a des situations, il reste planté dans son corner, il pourrait être un peu plus mobile que ce qu'il est. Mais tu as quelques situations, il y en a notamment une dans le troisième quart-temps où il y a un goaltend de Gafford juste après, enfin un contre ou un goaltend, je n'ai pas revu exactement, mais où il fait un flare screen pour Shea qui va tout de suite attaquer vers le panier, sauf que du coup, le pivot adverse, il a le temps de mettre un contre, enfin, le pivot des Mavs a le temps de mettre un contre. Il y a une situation, c'est dans le premier quart-temps où il est dans son corner, il est complètement oublié, il revient un peu en tête de raquette, là, enfin à 45, mais vraiment en tête de raquette, il fait un flotteur qui ne tombe pas dedans. Seule situation où il a existé, c'est sur le jeu de transition. Même défensivement, on avait dit c'était OK. Là, par contre, défensivement, il a été très ciblé. Il y a une situation où c'est dans le troisième quart-temps, c'est au moment de ce fameux run, il se fait déposer sur un close-out de je ne sais plus qui. Josh Green. Josh Green, c'est peut-être Josh Green. Il se fait déposer et là, tu fais, ouais, c'est pas possible. Donc voilà, écoutez, pour moi, il doit plus jouer de la série. En fait, il y a un moment, c'est triste pour lui, mais tu ne peux pas réessayer de refaire la même chose en pensant que l'issue va être différente. Donc, franchement, on avait parlé des minutes en début de série. Moi, je trouve que Jay est complètement en train de mériter ses minutes. Alors oui, il y a quelques situations, il va se faire sanctionner sur du drop, etc. Mais au rebond, déjà, je le trouve plutôt intéressant, plutôt sécurisant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs de d'OKC. En attaque, je le trouve plutôt utile, notamment les situations de pick and pop où tu sens que le pick and pop chez Jalen, potentiellement, ça débloque un peu plus de trucs dans l'attaque d'OKC. Donc, ouais, pour moi, les 10 minutes de Guidi, tu les repartages entre Jalen, Joe, Kayson Wallace et Aaron Wiggins. Pour moi, tu dois tourner à 8. Tu tournes avec ces 8-là. Alors, je sais que voilà, tourner à 8, ça fait peur, mais tu regardes finalement la deuxième mi-temps, c'est ce qui se passe. Hein. Tu tournes à 8, parce que Guidi, il doit jouer 3 minutes dans le troisième quart, et puis c'est tout. Hein. Donc, ouais, je trouve que pour Josh Giddey, c'est comme ça. C'est sûr qu'il n'aide pas en se faisant déposer en défense et avec son manque de toucher près du cercle, mais en même temps, c'est plus une question de Mark Denlow. Qu'est-ce que tu t'attends plutôt que Josh Giddey, c'est horrible. Contrairement à Chet et J-Dub qui, eux, pour le coup, ont commis beaucoup d'erreurs qu'ils ne doivent pas commettre sur ce match. Ouais, après, est-ce que tu tentes aussi un peu de Kenrich, au pire, sur ces minutes-là? Est-ce qu'on l'a pas vu de la série? Est-ce que ça peut être une solution? J'en sais rien, je suis pas convaincu, hein, honnêtement. Honnêtement, je suis pas convaincu. Mais tu vois, quand tu cherchais à jouer un chouïa plus grand, quand tu manquais un peu de solutions offensivement, peut-être que lui aurait pu débloquer les trucs. Je suis pas sûr, hein. C'est une supposition et je pense qu'on l'aurait tenté si Daigneault avait ce sentiment-là. Après, défensivement, Guidi, c'est... Ouais, je vois très bien la situation de close-out, là où il se fait passer, mais c'est dur de tomber sur lui, alors que je pense qu'il y en a plein qui se font sanctionner. C'est juste que celle-là, elle est très flagrante, plein axe. Elle est visible. Hein. Et elle est très visible, quoi. Mais je pense qu'il y en a plein qui sont sanctionnés. Mais non, effectivement, son rôle ne convient pas. Son usage est très haut. Donc ça, dans un sens, on se dit, bon, bah, c'est qu'on lui a donné la balle, etc. Mais on lui donne pas la balle de la bonne manière ou pour les bonnes choses. Sur les transitions, si, très bien. Ça me va qu'il relance, qu'il aille chercher ses flotteurs en transition. Voilà, ça me va très bien. Après, sur ses drives, c'est très compliqué parce que voilà, l'accès au cercle était fermé. C'est pas le joueur le plus athlétique. Donc déjà, il doit essayer de passer son joueur. Après, t'as Gafford qui vient forcément le contrer. T'as pas forcément de mouvement non plus autour de lui à chaque fois qu'il réalise ces drives-là. Donc, et lui, il a pas la capacité à finir sur les joueurs ou à se contorsionner comme Shea, etc. Donc, c'est très compliqué en fait de l'utiliser de cette façon-là. Donc, comment tu peux l'utiliser? Est-ce que tu dois plus l'utiliser en poseur d'écran? Est-ce que tu dois... Voilà, on en revient toujours au même point en fait, mais c'est des choses qu'on n'a pas trop vues, même sur ces playoffs, j'ai l'impression. Contre les Pelicans, t'en avais pas besoin parce qu'ils mettaient tout à l'extérieur, donc voilà. Après, est-ce que son tir débloquerait les choses? Est-ce que, comme tu l'as dit, Dallas ne sortirait toujours pas et jouerait les pourcentages, ou est-ce qu'au bout d'un moment il sortirait? Voilà, c'est la question, parce que les Pelicans sortaient sur lui. Quoi qu'il arrive, qu'il mette ou pas, ils sortaient sur lui, ouais. Et c'était l'erreur, et pour le coup, même en sortant, il mettait dedans. Donc, oui. donc tu vois. Et puis surtout, même s'il tourne à 45% sur un match, chaque possession offensive du Thunder va pas se terminer par un 3 points de Giddey, donc il bouchera toujours l'accès. C'est un problème théorique et que malheureusement, tu peux pas résoudre. Encore une fois, c'est une question d'exploiter les points faibles de ton attaque. Les Mavs, effectivement, et encore, ils l'ont pas trop fait sur le Game 1. Ils l'ont fait début de deuxième mi-temps, c'est le moment où ça marchait déjà pas trop bien. Donc oui, il y a un moment où c'est triste, mais quand tu arrives au mois de juin, tu vois, ces considérations de oui, peut-être en poseur d'écran. Quand tu arrives au mois de mai, juin, peut-être se calmer. Mais quand tu arrives au mois de mai, ces considérations de oui, Giddey, poseur d'écran, pour moi, il ne faut plus les avoir. Il y a la vidéo de Billy Donovan qui est ressortie face aux Rockets en 2017, où Canter se fait déposer sur un lob de Capella, il se tourne vers ses assistants, il fait Can play Canter.
bah là, c'est Kane Plegidi, quoi. C'est triste, hein. Mais quand tu vois ce que les autres apportent, et encore, ils n'ont pas été fabuleux, au moins Non. défensivement, je préfère ça. Et ils n'étaient pas tous défendus aussi de manière. Comment dire, sur Jeline, ils sortent très peu sur les 3 points. Oui. Sur Cason Wallace, je trouve pas qu'ils sortent de manière ultra agressive, sauf Gafford une fois. Sur Dort, ils sortent beaucoup. Sur Joe, ils sortent, mais sur un peu quand il est en mouvement, et sur le spot-up, ils l'ont laissé un peu tout seul de plusieurs fois. Donc tu vois, je pense qu'eux aussi jouent cet aspect pourcentage. Allez-y, sanctionnez-nous le banc, les petits jeunes là, et puis on voit ce qui se passe, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais Et après, Isaiah Joe, par contre, je préfère qu'il sorte, hein, parce que Isaiah Joe, je l'adore, hein, je l'adore, hein. Et il faut qu'il mette un 3 points wide open une fois dans sa vie, c'est pas possible, là. Il y a une situation, je sais plus, je crois qu'il y a -6 ou -7. C'est un 54, il est grand ouvert, il est à 45 à gauche. En plus, c'est son spot, il le brique. Alors, je sais que, bon, OKC tire à 1 sur 7 à 3 points dans le 4e quart. Ça n'a pas aidé. Mais ça, c'est des tirs qui doivent rentrer. Il est là pour ça. C'est comme dire, je sais pas, à Chet, tu dois protéger le cercle. Il est là pour ça. Donc, c'est ce genre de tir qui doit rentrer. Et finalement, ouais, Jalen n'a pas loin, enfin, n'est pas loin d'avoir été peut-être le 2e meilleur joueur de KC. En tout cas, vraiment pas loin, hein. Parce que, on va peut-être parler des autres, mais les autres. Ouais, on va y aller. On va en parler déjà. Bon, le meilleur joueur d'OKC, ça a été Shea. Impeccable, j'ai envie de dire, sur allez, 2 quarts et demi, un peu plus dans le dur à la fin, mais les stats restent que très ronflantes et il a vraiment un peu porté l'attaque à bout de bras par moment. Un peu vraiment fait revenir aussi l'équipe dans le match plusieurs fois. Je crois que la première mi-temps, sans m'en rendre compte, quand je faisais le live, il est à 20 points, à 9 sur 14, un truc comme ça. Tu dis, bon, ok, Oui. tu vois, il a des moments, il met un gros 3 points à un moment pour essayer de te faire revenir. Voilà, comme tu l'as dit, il y a quelques situations, il doit mettre N1, etc. Mais il a fait un très grand match, il a pris beaucoup de rebonds en plus. Ça, accessoirement, c'est un Comme vrai Obi-Wan. plus. C'est un vrai plus pour OKC. Je sais pas si c'est sur lui qu'on reviendra le plus, mais il a été un peu esselé au final, quoi. Disons que quand on avait fait la preview, je crois, on avait dit il doit assumer son statut de 2e maintenant, puisque c'est officiel, de 2e du MVP. Là, sur le match 1 et sur le match 2, t'as pas grand-chose à dire, hein. En fait, je pense. Alors, Fred VanVleet, papa, c'était je rentre tous mes tirs. Chez papa, visiblement, c'est je prends autant de rebonds que Rudy Gobert. C'est le nouveau truc. Et ça et les flotteurs, c'est les 2 trucs. Non, l'activité au rebond, elle est très bonne. Je trouve que voilà, il a vu que Chet galérait sur certaines situations. Il s'est dit, bon, je vais l'aider un petit peu. Même au rebond offensif, il se donne, etc. Il en gratte 1 ou 2. Le playmaking est toujours de qualité. Il y a quelques situations. Alors, ça m'embête parce que j'ai plus exactement l'action, mais où il drive sur 2 joueurs. Il me semble il fait un kick-out dans le corner. Je sais plus, mais. Tu vois, sur le début de 3e quart-temps, quand tu reviens, il fait 4 passes décisives en 2 minutes, je crois. Oui. Où Après, il n'y a est que bien des 3 points, fermé. c'est normal. Ouais, mais du coup, voilà, ça aide forcément aussi. Oui. Je le trouve bon là dans cette série sur la création. Ouais, sur la playmaking vraiment très bon, scoring individuel très bon aussi. Disons qu'il a un peu coulé sur le 3e en même temps que le reste de l'équipe. Après, c'est lui qui porte OKC. C'est probablement, alors, sur ce match-là, c'est probablement le meilleur joueur du match. Pas loin. Ah non, il y a Ouais. PJ Washington qui met une drill quand même. Bon, pas loin. Mais toujours est-il que sur les 2 premiers matchs de la série, le meilleur joueur, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Donc, quand tu as Luka Doncic même diminué en face, ça reste correct. Là, disons qu'il a été très esselé. Après, je n'oublie pas cet oubli défensif Ah ouais. avec 2 secondes à jouer sur la remise en jeu. Ça, c'est Pour le dunk de Derrick Jones, là. En plus, c'est la spéciale d'OKC, ça, de jouer cette situation-là pour un 3 Je points, crois que c'est PJ normalement. Washington. Il me semble Non, que je c'est pense PJ que c'est Washington. Jones parce qu'il tire pas. Justement, je pense que Washington aurait tiré. Je pense que c'est un dunk de Derrick Jones. Je pense. On verra. Ah ouais? Je vais vérifier. Ouais, elle est horrible. Elle est horrible. Il est Non, mais complètement dos, il se fait passer. et il tout. C'est regarde horrible. pas, il est pas aware. Et ça, c'est des situations que tu vois en pré-saison. Ça, c'est des trucs que tu dois Même pas pas. voir sur un match 2 de demi-finale de conférence, quoi. Et Ah puis, non, c'est PJ Washington. C'est PJ c'est vrai, tu avais Washington raison. qui fait le Et dunk. puis, Ouais. plus globalement, en fait, peut-être petit point noir pour Shea, c'est défensivement. Il est quand même bien plus exploité. Je trouve que Bien Dallas, sûr. sur ce match-là, elle est cherchée avec PJ Washington, justement, parce qu'on le cache un peu et qu'ils vont le sanctionner physiquement. L'action du N1 en post-up, tu vois, typiquement, c'est ce genre de truc qui m'inquiète un petit peu, entre guillemets. C'est des trucs qui pourraient être reproductibles pour eux, etc. Bon, après, c'est des post-up de PJ Washington. Est-ce que tu fais ça souvent? Je sais pas, mais c'est des trucs qui peuvent te dire, bon, on peut appuyer un peu là-dessus. Et après, il y a quelques erreurs d'errement.
tu vois, cette erreur de backdoor, je la trouve pire que le close-out de Guidi, quoi. Par exemple, c'est horrible. Ah ouais, non, mais ça c'est vrai. Mais même moi qui suis aveugle quand je regarde un match de basket, hein, c'est pour ça qu'il faut que je les vois 2 fois pour analyser un bout de match. Je l'ai vu, je l'ai vu. Alors je sais qu'elle est dans son dos, mais il va discuter avec celui qui défend, qui remet la mise en jeu, je sais plus qui c'est. Il se replace pas. Il se replace pas. Et je sais Et il pas se tourne si complètement, et ouais, non, ouais. carrément. Je sais pas si c'est celle-là qui m'a le plus frustré ou Lou Dort avec 2 secondes à jouer sur l'horloge des 24 qui dit oh, tu sais quoi, Tim Hardaway, t'as la balle, je vais aller Ouais, je partir sais sur pas Luka s'il se là. fait feinter sur celle-là parce qu'il part vraiment, ou s'il pensait que Hardaway avait jeté la balle pour la sauver et qu'il était en sortie, parce qu'il se tourne vraiment et Il se barre, il se il barre. se barre, et en fait, au bout d'une seconde, quand il voit que l'autre a pas la balle, il fait ah merde, et il se retourne, quoi. Donc je En pense que fait, vraiment il s'est fait feinter, ou il y a un truc que j'ai pas compris là. je pense que il se dit Tim Hardaway, il va faire le réflexe naturel quand tu défends sur les Mavs. Tim Hardaway va faire la passe à Luka, sauf qu'il a Ouais, gardé la balle. ouais. Et puis surtout, quand il reste 2 secondes à jouer sur l'horloge des 24, reste sur le mec qui a la balle. Ouais, là par contre, c'est plus dans ce sens-là l'erreur qui est un peu pénible. Reste Je sur le mec comprends qui le a la balle. réflexe, mais ouais. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, ouais. Ouais. Non, mais ouais, très bon globalement, voilà, quelques petits points noirs. Et On aura après, besoin de bien lui trop sur les 2 matchs à Dallas. Ouais. ouais, clairement. Et par contre, bien trop esseulé dans le reste du 5 majeur, j'ai envie de dire. On a déjà Ouais. pas mal parlé de Guidi. On a commencé de parler de Dort, on va continuer sur lui. Je suis peut-être moins bas que toi sur son match. Je trouve qu'ils l'ont ciblé, enfin, ils l'ont ciblé. Ils l'ont empêché de tirer à 3 points, et pour le coup, il a été adroit quand même. Après, je trouve que rien n'est allé dans son sens, quoi. C'était vraiment le match où tous les calls, c'était pas pour lui, tous les choix, les prises de risques qu'il a pris, c'était pas payant, que ça soit offensivement ou défensivement. C'était vraiment pas le bon match pour lui. Donc oui, forcément, quand tu fais le bilan, il a pas été positif, pas au niveau, j'avais envie de dire, des 5 premiers matchs de playoff. Oui, je me trompe pas. Mm. Donc ouais, ça fait mal. Après, je trouve qu'il est quand même, enfin, si tu l'enlèves, Lucas, je sais pas combien de points il met, hein. Après, tu te rapperais peut-être à chaque action s'il est pas là. Ce qu'on a un Donc peu fait bravo. quand il prend sa 3e en Ouais, fin de première mi-temps. Hein. oui, oui. Et ce qui te fait revenir un petit peu au moment, ouais. C'est vrai, quand il est pas là, tu te rappes un peu plus. Et Kayson, il a pas si mal défendu hein, en individuel, Luka, sur ce Mm. match-là. Non, match flopesque, mais pas dans le sens flop, faire un flop, faire un échec, mais dans le sens flopper absolument tous les Ouais. contacts. Là, c'était une ballerine. Là. Il a passé son temps dans les airs, Lou Dort, sur ce match-là. Non, j'ai trouvé il a beaucoup trop joué le flop défensivement. Euh, il y a quelques situations aussi, il me semble que c'est, je sais plus qui fait, quel joueur de KC fait une faute, mais tu as des situations où tu dois te retenir de mettre la main. Tu dois juste bien contester, pas forcément jouer l'interception. Et Lou Dort, il y a des situations où tu dois juste te retenir de bien défendre et pas forcément quand Luka il fait son turnaround fadeaway là, à mi-distance, pas partir, à 14 mètres, par terre pour essayer de provoquer une faute offensive. Juste bien contester. Je trouve que Lou Dort, il est un peu tombé dans la caricature de je cherche toujours la perte de balle, toujours la faute offensive de l'autre côté adverse. Ouais. Il y a cette action là où Luka, enfin, où le fan de Casey, j'ai vu un petit peu sur Twitter, on pense qu'il y a faute offensive où Luka il Ah pousse un oui. petit peu. Ah Pour si. moi, mais il n'y a pas extension du bras de Luka, donc techniquement c'est pas une faute offensive. Hein. Il peut aller à l'endroit où il veut. C'est un peu Lou Dort qui le retient. Après bon, voilà, ça c'est l'arbitrage, c'est un débat qu'on va pas. Sans fin. Non, ça, voilà, enfin, vous savez ici, si vous suivez, qu'on n'est pas les plus grands fans de parler d'arbitrage. C'est juste, moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de situations où Lou Dort, il a pas mal joué justement la faute offensive et que ça n'a pas payé. Après, offensivement, je l'ai trouvé, surtout dans le 4e quart, on l'a beaucoup trop vu au drive. Les drives de Lou Dort, là, celui à -2, enfin, celui quand tu es à -4 et que tu as l'occasion de revenir à -2, où il envoie une saucisse, la main droite, horrible, tu sais pas ce qu'il veut faire. Ça, c'est du Lou Dort des précédentes années que tu n'as pas vu cette saison. Et ça, c'est un truc qui m'embête. Alors oui, d'un côté, les autres autour étaient pas bons, donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne ses responsabilités, certes, mais c'est pas forcément les situations que tu as envie de voir. Je pense que voilà, Lou Dort, il est bien quand il reste dans son petit corner, et j'en ai parlé là tout à l'heure, il y a des situations où il y avait Gafford sur lui, qu'est-ce que tu vas aller te mettre dans le dunker spot, quoi. Bon. Donc il va faire mieux, mais moins de drive quand même, Lou Dort, s'il te plaît. Un petit peu moins de drive. Bah, c'est l'argument que j'allais te dire, tu l'as dit à la fin, hein, c'est que je pense que comme à chaque fois qu'on est un peu en difficulté et que certains ont du mal à s'exprimer, on va en revenir ensuite, lui, il a tendance à prendre un peu la cape de Superman et essayer de produire des choses. Ça marche rarement, sur les drives en tout cas, et je trouve que là, son niveau de jeu a vraiment suivi celui d'OKC sur le match, notamment offensivement.
Début de troisième quart-temps, il est très bon. Il met un gros 3 points, c'est lui qui fait passer devant, etc. Après, quand le niveau diminue et que ça devient dur de créer, etc., lui tombe encore plus dans ses déboires d'anciens loups d'or, j'ai envie de dire, parce qu'on n'avait pas trop eu cette saison, effectivement. Et ouais, encore une fois, tu vois, même ses actions en dunker spot, il y a une faute qui est challenge, il y a une faute où tu te dis va shooter, en fait non, c'est sur le côté. Il y a plein de trucs où il a pas été aidé, le pauvre, honnêtement. Mais ouais, on aurait pu peut-être se contenter d'un peu moins de le responsabiliser et de donner la balle aux autres. Après, si sur ses drives, c'est toujours la même chose, il arriverait à passer Gafford, ce qu'il a souvent fait, mais il va s'empaler sur les aides. S'il s'arrêterait pour créer, on aurait débloqué plus de choses. Là, il l'a pas fait, Ouais, donc ça n'a puis, pas réussi, quoi. le nombre de chase down, enfin de dunks sur recovery défensif qu'OKC s'est mangé. Lou Dort et Josh Giddey, c'est spécialiste. Entre le game 1 et le game 2, le nombre de comptes que tu te prends où le défenseur se fait passer, mais comme il y a une aide qui t'attend sous le panier, il a le temps de revenir pour faire un contre. Les comptes de derrière, là, on en a pris un sacré paquet encore sur ce match 2. Et Lou Dort, il y a celle qui est challengée par PJ Washington où il n'y a Ouais. rien. Et puis, je crois qu'encore après, il se fait encore contrer par Gafford. Après, voilà, il a été plus présent offensivement parce que J-Dub et Chet, on va en parler, sont plutôt passés à côté de ce match-là. Enfin, pour nous. Ouais. Peut-être que Ouais. certains diront le contraire. J'ai envie de parler de J-Dub d'abord. Il finit à 20 points. Bon, tu te dis OK. Sauf qu'il est à 7 sur 17 et que je l'ai trouvé un peu. Il y a eu plusieurs paniers un peu. Pas qui comptent pas parce qu'on est en playoff, mais voilà, où ça n'a pas forcément d'impact sur le scoring, etc. Et quatrième quart-temps horrible. Horrible. Des pertes de balles, un airball sur des flotteurs, des 3 points pris en Ah, c'est première cette attempt. action-là. C'est cette action-là dont je parlais, je savais plus laquelle, là, après Ah ouais, il fait, juste avant le step back de Luka, là, quand ouais, OKC il fait repasse un à plus airball 6. sur un C'est le flotteur airball sur ouvert. flotteur. Là, tu viens de faire un choc mental, là. Oui, il est C'est sur horrible, Lively qui horrible. le conteste, il va pas C'est un finir tir au qu'il cercle, prend il fait un jamais, en flotteur. plus. Il C'est un a tir peur de qu'il prend Lively, je jamais. pense, et il fait un flotteur qui finit, alors faudrait voir les images, mais assez loin du cercle, je Ah pense, oui, mais il et touche pas qui donne, l'arceau. euh, Il touche pas et l'arceau. qui donne un run derrière. Ouais, vraiment, je l'ai pas trouvé juste dans ses choix, en fait. C'est ça la problématique. Il a perdu des ballons. J'ai trouvé ses tirs hors rythme, enfin hors timing. Alors quand il les met comme au match 1 dans le quatrième quart-temps, tu te dis bon, bah ok, très bien. Mais sauf que là, quand t'es en difficulté, que t'es à -7, que t'as besoin d'un panier et que tu prends un step back contesté au bout de 5 secondes d'attaque et que t'as un défenseur sur toi, ouais, je sais pas si soit t'es en feu et ça marche, soit voilà. Il a été bon par contre sur les deux seconds ballons, il a réussi à sanctionner plusieurs fois à 3 points en première mi-temps. Il y a eu 2-3 drives intéressants encore une fois, mais globalement il a pas pesé comme il devrait. Et Kyrie il a exceptionnellement bien défendu, c'est ce qu'on a dit au début. Je m'attendais pas à ce que Kyrie défende aussi fort sur J-Dub. Après, s'il faut trouver une solution pour que J-Dub le joue peut-être post-up, le joue différemment et pour qu'il le sanctionne physiquement, mais là balle en main, il lui a énormément de mal à le passer, en plus des aides qui arrivaient, donc ça a été difficile ouais, pour J-Dub. Ouais, et puis c'est pas son jeu, le post-up, etc. C'est des Ah trucs que oui, tu n'as carrément, jamais non vu, mais donc oui. tu peux pas les inventer, quoi, malheureusement. C'est que première mi-temps, il termine à 14 points, 5 sur 9 au tir. Deuxième mi-temps, du coup, il est à 6 points, à 2 sur 8. 2 sur 8. Et encore, sur la première mi-temps, il y a des situations où il fait un jab step, il pull up à 3 points, ça tombe dedans, bravo, mais c'est pas des bons tirs. En fait, en revoyant le match, après après l'avoir vu en direct, je me dis, J-Dub, cette série sur les drives, c'est quand même très compliqué. Alors, on l'avait dit sur le Game 1, il se fait souvent attendre par l'intérieur adverse, il n'arrive pas forcément toujours à résister au contact physique, et je me dis, sur le Game 2, c'est un peu pareil. Bon, il y a quelques situations où il arrive à finir. Il y a une situation où il finit sur Gafford, ça doit être faute offensive, parce que comment il le retient avec son bras gauche, là, pour le coup, bon, bah voilà. Mais non, j'ai trouvé en fait dans le quatrième quart-temps, il prenait des tirs qui n'étaient pas ses tirs habituels. Ouais. Le J-Dub à mi-distance là qui va sur sa gauche, là on l'a pas vu du quatrième, on l'a pas vu. Il a joué un peu plus près du cercle, il a pas joué complètement au cercle, mais il a joué à, allez, on va dire 1 ou 2 mètres du cercle là, justement sur ce flotteur au lieu de jouer sur son mi-distance. Et en fait ça, il a un peu dénaturé son jeu, il a un peu dénaturé ce qui faisait toute sa qualité dans le quatrième quart. Et là, pour le coup, ouais, il y a ce airball-là, et il me semble qu'il y a un airball à 3 points aussi à 45, à gauche, dans le quatrième. Donc ça commence à faire beaucoup. Après, voilà, c'est un joueur de deuxième année qui vit ses premiers playoffs, on lui en demande beaucoup. Mais quand tu vois ce qu'il a été capable de faire dans le quatrième quart, tu sens que, un peu comme tout le reste du Thunder, il a un peu déjoué. En fait, c'est que OKC a un peu perdu son basketball en deuxième mi-temps, Carrément. enfin à partir du moment où il y a 75-72. Que ce soit dans la lucidité ou que ce soit dans la section de tir, tu as vu des trucs que tu n'as pas vu de la saison.
Non, mais carrément. Et puis, pour le coup, on parle de la défense de Kyrie, mais son tir à mi-distance, il doit shooter par-dessus Kyrie, en fait. C'est la seule situation où tu as cet avantage. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi qu'à l'image de l'équipe, il s'est un peu dénaturé sur la deuxième mi-temps. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir les ingrédients, et lui y compris. Et pourtant, il est presque à l'origine d'un dernier run avec une grosse claquette dunk là, en contre-attaque qui fait aboyer à peu près tout le monde. Mais derrière, ça suffit pas. Et ouais, les choix m'ont embêté en fait sur ce match-là, effectivement, et sur ce que tu vas créer. Et ça m'aurait moins embêté s'il était allé chercher ses tirs habituels ou les choses qu'il fait d'habitude. Ouais, là, je trouve parce que c'était la défense des Mavs qui était rentrée un peu dans sa tête, entre guillemets, sur ce match-là et qui l'a empêché de se créer ses tirs, peut-être. Et puis, on dit depuis le début des playoffs et même avant, J-Dub, il a un rôle primordial, tira un peu où il t'amènera aussi, parce que si Shea à ce niveau-là, c'est lui qui fait la bascule, plus qu'un Chet offensivement. Et donc, sur les 5 premiers matchs, j'ai envie de dire, il avait été plutôt bon, ou au moins par passage, il avait apporté ce que tu avais envie, notamment sur le match 1 contre Dallas dans le 4e quart-temps. Là, t'as pas eu cet impact-là où à un moment t'en avais besoin. Peut-être qu'au début de 4e, s'il est chaud, tu reviens. Peut-être qu'au début de 2e quart-temps aussi, où tu galères offensivement et les Mavs aussi. Si lui met 2-3 paniers, tu reviens aussi déjà plus tôt dans le match. Tu vois, c'est différent après la physionomie. Oui, et puis c'est aussi des minutes, enfin, on va dire que c'est les rares minutes où, il va pas être, enfin, où Shea sera pas sur le parquet. Parce que là, on l'a vu, là, il a joué 42 minutes et encore, la dernière minute, il joue pas, parce que c'est le garbage, mais sinon là, c'est parti là, il va jouer ses 42 minutes, alors voilà, donc c'est des situations où, bah, c'est ta deuxième option, quoi. C'est toi qui dois prendre les commandes de la Mmh. seconde unit, c'est toi qui dois être capable de scorer, c'est toi qui dois être capable de te créer ton shoot, donc forcément, c'est encore une fois, on en revient toujours à la même théorie, c'est que, bah, un point que j'avais soulevé il y a de ça longtemps dans la saison, c'est que tu n'as pas de troisième option offensive viable. Tu as pas je sais pas, tu pas un KCP, tu pas un Derrick White, tu pas un Naz Reid, voilà, on va parler des joueurs en feu récemment. Tu pas je sais pas moi, un OG Anunoby, par exemple, des joueurs qui sont capables de te poser la balle et d'aller te chercher 15-16 points. Et sur un match où ils mettent dedans, ils peuvent te mettre 22 points. Ce qu'a fait PJ Washington. T'as pas ça, OK, ici, parce que Chet n'est pas assez reliable offensivement et parce que Guidier, on a vu que bah, forcément, tu perds un titulaire, donc tu perds un impact offensif. Donc à partir de là, tu te remets sur beaucoup de scoring de J-Dub et quand il passe à travers, tu as un manque de points à combler. Même si OKC met 110 points, hein, c'est quand même beaucoup. Oui, Mais tu sens qu'il manque des points quand même quelque part. ouais, en deuxième mi-temps, il en manque un petit peu. En première, Ouais. première, l'attaque allait très bien, hein. T'avais Mmh. un gros match au scoring, c'était plus défensivement que t'étais en difficulté, mais ouais, en deuxième, ça s'est un petit peu stoppé. Ouais. T'en as parlé un petit peu de Chet, et ben ouais, j'étais aussi déçu du coup du manque de scoring où il a pas eu les situations qu'il a d'habitude, il a pas réussi à sanctionner le drive, il a pas mis les tirs, enfin voilà, tout a été un peu compliqué au niveau du scoring pour Chet. Il a été facilitateur un petit peu, fini avec 6 passes, mais c'est trop peu, là t'avais pas besoin forcément de ça. Puis il y a des pertes de balles un peu bêtes, il y a des choix aussi, lui aussi un peu bêtes. Bah, les choix d'un rookie, on va être honnête, là pour le coup, il y a eu des choix de rookie parfois. Et il a été un peu plus en difficulté que le premier match face à Gafford, encore une fois, pour le sanctionner. Même Lively, j'ai trouvé un chouïa mieux qu'au premier match. Pour vis-à-vis de Chet, il a été un peu plus dissuadeur sous le cercle. Il a peut-être offensivement, c'est encore limité, mais défensivement un peu mieux. Donc ouais, Chet a un peu moins gagné son duel, voire pas gagné son duel sous le cercle sur ce match-là, mais il a quand même bien dissuadé lui défensivement. On l'a dit, les Mavs n'ont pas été si adroits que ça à 2 points, notamment sous le cercle, donc bon, voilà, mais c'est offensivement la limite est là, quoi, je trouve. Disons qu'ils avaient pas besoin, quoi. C'est vrai qu'il Ouais. termine à 15 sur 25 sur les tirs près du cercle, ça fait 44%. Mais bon, en même temps, vu le nombre de joueurs qui se présentaient sous la raquette, encore heureux qu'avec la dissuasion de Chet plus la surprésence sous le panier, il termine qu'à 44%, parce que ça a ouvert aussi des grands tirs à 3 points. Moi, le match de Chet, franchement, je suis pas loin d'avoir à détester, si tu as bien un grand mot, mais j'ai pas du tout apprécié. Je trouve que dans la prise de décision, Mmh. catastrophique. Catastrophique. Défensivement, bon, il y a quelques situations où il va se faire un peu manger, mais je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je trouve que voilà, il a été correct, on va dire. Il a été à son niveau défensif. Par contre, en attaque, les pertes de balles, là aussi, Kyrie, mais il s'est régalé pour lui piquer des ballons sur le dribble. Ça, c'est une problématique. Il y a une situation où OKC a un peu fait ça en première mi-temps. Ils ont essayé de faire sortir Lively et Gafford, de les faire défendre au large. Parfois, c'était Shea qui essayait d'attaquer Gafford. Mmh.
as une situation où tu as Chet qui défend, enfin qui attaque au large avec Derek Lively sur lui. Il va faire un espèce de hook à 2 mètres du panier ultra contesté sur Derek Lively. Il va pas me faire croire qu'il y avait mieux, enfin, tu pouvais pas faire mieux en termes de sélection de tir que ça. Donc voilà, il y a des 3 points contestés où Luka, oui, ok, c'est Luka Doncic, mais il est quand même à 50 cm sur lui, il les prend. C'est pas la bonne décision. Il y en a un où il se fait contrer dans le corner, c'est le moment où on se prend le run aussi dans le 3e carton, il se fait contrer par Luka. Je trouve que voilà, c'est cette problématique de Chet n'est pas encore suffisamment fiable offensivement pour pouvoir faire tourner des trucs autour de lui. Et là, ça s'est senti grandement. Et au niveau des pertes de balles, voilà, il y a des pertes de balles sur transition, etc. Comme j'ai dit, la perte de balles de Shai qui est horrible, qui amène un panier tout seul de Luka qui n'avait pas fait le repli. Shai, il tape dans ses mains pour qu'il lui fasse la passe plus rapidement. Et je pense que s'il lui fait plus rapidement, tu as Dort qui est en transition et tu as 2 points faciles. Là aussi, c'est des mini momentum qui peuvent faire basculer un match. Donc voilà, je trouve que dans la prise de décision, il a vraiment été mauvais. Ah, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais OKC a beaucoup chassé le switch, j'ai aussi l'impression, sur les grands par moment, Lively ou Gafford, sans forcément énormément de succès. Bon, Shai a sanctionné 2-3 fois, il y a eu 2-3 bonnes situations, mais pas toujours efficacement. Il y a une situation qui me parle là où t'as J-Dub et Chet qui chassent le switch, qui switch sur l'écran, et en fait ils refont en écran. Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive juste pas à les sanctionner là-dessus, arrêtez de faire ça. Et pour le coup, moi je serais allé beaucoup plus chercher Luka, qui était clairement sur pas mal de situations un plot en défense. Je pense que là, autant offensivement, il faisait les efforts avec sa blessure, autant défensivement, il savait qu'il y avait des joueurs derrière pour protéger le cercle, il ne posait pas trop la question. Et je trouve que c'est plus ça qu'on aurait dû aller chercher, où plusieurs fois, bah, il passe complètement à côté. Tu vois, on parle de Guidi, mais là, Lucas, c'est presque qu'il s'enlève, quoi. C'est presque qu'il emmène le joueur vers le gars derrière, quoi. C'était vraiment ça. Donc je pense qu'on aurait dû aller chercher un peu plus ça. Mais tu as cette problématique, effectivement, de qui est capable dans cette équipe-là de sanctionner un switch quand J-Dub n'est pas bon, quand Chet n'est pas dans un bon jour, t'as que Shai, en fait, qui peut aller vraiment te sanctionner un switch, et c'est compliqué. Et sanctionner en drivant. Donc c'est tu vois, c'est pas on va prendre un grand pull-up ou un grand step back à 3, pour moi, c'est plus rare. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Enfin, Oui. il y en a eu quelques-uns où il s'arrête et il pull up à mi-distance. Il y en a un où il met PJ Washington un peu sur des roulettes là dans le 3e quart. Non, première mi-temps, c'est en fin de première mi-temps où il le met un peu sur des roulettes. Mais oui, bah, c'est sûr que création individuelle, c'est encore un petit problème. Et c'est voilà, même sur la capacité de sanctionner sur post-up, parce que comme j'ai dit, il y a des situations où Kyrie défend sur Chet. Mais si Chet avait le quart du tiers de la capacité à sanctionner sur post-up de Kevin Durant, bah, il jouerait un post-up. Ou de ce qui tu veux, ouais. Non, ouais, oui. mais Embiid, il te démonte Non, au Wemby, cercle. j'ai dit Ah, Wemby. Wemby, pardon. Mais Embiid, ça marche aussi. Mais plus, enfin, s'il avait ce turnaround fadeaway, je le répète encore une fois, ça fait 450 fois, mais s'il avait ce bout de tir, bah là, il pourrait être sanctionné. Que les Mavs savent pertinemment qu'ils sanctionneront pas, enfin que Chet sanctionnera pas sur le post-up, donc ils mettent Kyrie, comme les Wolves a mis Jaden McDaniels dessus. Ouais. L'incapacité de Chet à sanctionner sur du post-up ou à sanctionner sa match-up lorsque l'opposition défensive est plus petite que lui, c'est une vraie problématique dans le jeu offensif du Suns. Qui se développera peut-être avec le temps, mais bien sûr. Voilà. Constant, peut-être pour finir, est-ce que tu es inquiet sur la suite de la série? Est-ce qu'on y croit encore? Bon, il y a 1-1, donc c'est dur de plus y croire non plus. Hein. Mais est-ce qu'on t'aborde quand même avec un petit peu de confiance ces matchs 3 et 4 où il faut aller au moins en prendre un, on va dire? Non, ah bah oui, il faut en prendre un. Si tu te retrouves mené 3-1 face à ces matchs-là, finito, il faut en prendre un. Éventuellement les deux, hein, mais je n'y crois pas. Non, mais disons que c'est le premier énorme test pour ce groupe. C'est que, ouais, bon, là, tu as sweepé les Pélicans, c'était sympa. Hein, mais là, pour le coup, tu as la pression du résultat il faut en prendre au moins un à l'American Airlines Center, il me semble que c'est encore le nom, à la Dirk Nowitzki Arena. Non, mais inquiet, non, disons que pour moi, c'est hormis si Dallas continue de shooter à 50% à 3 points sur le restant de la série, tu seras moins sanctionné que sur ce match-là. Je trouve que OKC a quand même été plutôt bon sur ne pas se faire sanctionner par tout ce qui venait d'autre que de la création, dans le sens playmaking, de Kyrie ou de Lucas. C'est-à-dire que quand il y a des situations où c'était Derrick Jones Jr. qui tentait des pull-ups, c'était bien défendu, ça donnait pas panier. Quand c'était Lively qui jouait un post-up, c'était bien défendu, il n'y avait pas panier, etc., etc. Donc,
si tout vient de la capacité de playmaking ou de création individuelle de Kyrie et de Lucas, ce qui forcément va être un peu le cas, et que tu arrives un peu à sanctionner les autres derrière sur de la pure création à eux, je ne suis pas trop inquiet. Non, est-ce que OKC est capable de prendre un des deux à Dallas? Oui. Après, est-ce que OKC va le faire? Je ne sais pas. Va falloir remettre un petit peu dedans à 3 points. Il va falloir que Shai Gilgeous-Alexander reste à ce niveau-là. Luka, plus tu avances potentiellement, plus il se régénère, plus il fait des parties de Valorant, plus il est en meilleure forme. Ça dépend, parce que là, il a repris des coups hier, ça n'avait pas l'air d'être de mieux en mieux, quoi, tu vois. Alors après, il boitille, 20 secondes après, il met un step back à 3 points. Il faut arrêter de se moquer du monde un petit peu aussi. Non, mais est-ce qu'OKC est capable de prendre le match à Dallas? Oui, moi je suis pas inquiet. Je suis surtout curieux de voir comment Mark Daigneault va s'ajuster au niveau des minutes. Est-ce qu'il enlève Guidi du 5 majeur? Je pense pas. Mais est-ce qu'il le fait? Et s'il le fait pas, est-ce qu'il lui donne 10 minutes? Voilà, on sait jamais. Et est-ce que comment ce groupe va réagir à la pression du résultat, atmosphère hostile, avec l'obligation de prendre un match? Et ça, je suis très curieux. Je suis plutôt confiant sur ça, mais je suis quand même curieux. C'était la grande question, là, en interview d'ailleurs, post-game, à Daigneault, Taché et tout, qu'on fait la réponse classique du on savait, c'est la première fois, là, machin, on arrivera à déterminer ensemble et tout. Mais Daigneault, même lui, se dit, j'ai hâte de voir presque, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Donc non, je suis d'accord de voir comment cette équipe va réagir. Si ce match-là, en fait, c'est vraiment le match où les Mavs étaient en feu et t'as rien pu faire et que les autres, c'est plus le cas, bon, ok, t'es pas si mal parce que tu perds pas si large que ça, t'es dans le match tout le long, t'es presque pas si loin de ça que de le prendre, hein, par un passage et de faire basculer les choses. Après, si ça devient plus la norme, où t'as les Mavs qui sont plus dominateurs, qui te posent beaucoup de problèmes défensivement pour créer ton jeu, c'est là que ça deviendra problématique. C'est pour ça que le prochain match, c'est intéressant déjà de voir si t'arrives déjà à t'ajuster et déjà à réagir, notamment Chet et J-Dub, j'ai fait un mélange, Chubb. Chet et J-Dub, notamment s'ils arrivent à réagir, parce qu'ils sont passés un peu à côté. Donc c'est ça qu'on pourra vite analyser, parce que le match est lent, pas si longtemps que ça. Un jour. Au moment où ce sera publié, ce sera dans 30 heures, même pas. Non, mais enfin, toujours est-il, t'as raison de dire ça. Si c'est le PJ Washington et le Team Hardaway Game, on savait qu'il fallait qu'il y en ait un. Limite, si les deux font le match au même match, limite c'est bien. Mais surtout, posez-vous la question, quels sont les joueurs du côté de Casey qui font un match meilleur que leur niveau moyen sur la saison? Que Shai, globalement. Peut-être un peu Jalen, on va dire. Ok, Shai à son niveau moyen, en plus, j'ai envie de dire. Il a fait un gros match. Il est quand même très très fort là, sur ce match-là. Mais par contre, du côté de Dallas, prenez les joueurs qui font un meilleur match que leur niveau moyen sur la saison. Alors ok, Kyrie a pas eu besoin de scorer, donc ça peut s'équilibrer. Mais Luka a fait quand même un premier quart qui les met bien sur les rails. PJ Washington, Tim Hardaway, Josh Green. Josh Green qui met dedans depuis le début de la série pour le coup. Oui, bien sûr. C'est des joueurs qui peuvent chuter de niveau. On a bien vu, hein. Les Mavs, ils ont pris le Game 2 face aux Clippers à Los Angeles. Ça n'empêche qu'ils retournent à 2-2 aux Clippers en perdant le 4. Donc, cette équipe des Mavs n'est pas imbattable. Ça va être très difficile d'aller les prendre, mais c'est pas impossible. Et de toute façon, OKC doit assumer son statut de first seed, donc doit être capable d'aller remporter un match à l'extérieur. Donc on verra ça très rapidement. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, etc. Merci encore de tout votre soutien sur ces épisodes débriefs qui nous demandent de nous lever tôt des fois alors qu'on vient de regarder le match la nuit. Là, ça va être le petit test là, parce que c'est le premier podcast débrief après une défaite. Donc on va voir combien de gens n'oseront pas, comme Tom, se seront désolidarisés de l'écoute. Normalement, ça sera plus écouté, c'est plus intéressant dans les défaites de débriefer. Ça dépend. Rappelle-toi, quand on était nul, on n'était pas plus écouté que maintenant. Moi, je te parle pas ça, mais je te parle sur les playoffs. Mais merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à partager partout ce format, le compte, etc. On se développe de plus en plus. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve très vite dès samedi soir pour le match 3. Ça enchaîne. Mais on est content d'être là. En tout cas, on est content de voir des grosses séries de playoffs. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça avec Constant, donc on est très content de pouvoir faire ça. Et puis bonne nuit à tous avant de repartir pour le match 3 et salut. Salut.